On n'est pas du monde, on a la chance d'avoir avec nous un chroniqueur scientifique de renom et très, très solide, diplômé en chimie même, c'est pas rien. Romain Martini, salut. Salut. Alors, je suis pas de renom par contre parce que je suis né à Nancy en France. Nancy. Un chroniqueur de Nancy de renom. Non de renom. Donc c'est le premier jeu de mots. Là, ouais, alors... Il est accepté celui-là, oui. Oui, il est accepté, mais déjà, t'es proche de ton quota. Là, alors, permets-moi de commencer avec une question un peu raide. Vas-y. Romain, est-ce qu'il faut croire en la science, selon toi? Alors, en fait, là, je dirais qu'en fait, que c'est la question qui est mal posée, parce que justement, la science n'est pas basée sur une croyance comme le serait la foi. Puis comme tu le disais, justement, il y a des... En fait, j'ai remarqué qu'il y a deux attitudes extrêmes qui se développent de plus en plus face à la science. Il y a une polarisation qui est en train de se créer dans la société par rapport à la science. On voit de la polarisation surtout, notamment sur la politique, mais là, ça se transpose par rapport à la science. D'un côté, il y en a qui vont l'ériger en nouvelle religion, comme tu dis, le fameux « je crois en la science ». En fait, c'est la question qui est mal posée, plus que la réponse. C'est comme en philo. Hein. C'est la question plus que la réponse qui est intéressante. On pourrait même parler des fois de scientistes, mais à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont rejeter complètement la science, qui vont dire... Notamment depuis le début de la pandémie, il y a tellement eu de contradictions, j'ai tellement entendu tout et son contraire, je ne crois plus en la science. Alors, et il y a même du coup les scientifiques, finalement les scientifiques ne savent rien, ou la fameuse phrase, en tout cas en France, elle est très célèbre. Oui, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est ce genre de critique qu'on entend souvent. Fait qu'il y a un peu ces deux extrêmes. Oui, merci, ouais, oui, ça fait un... Merci. Même, pour le valider. C'est pas pire. Il est pas de moi, mais je vais citer mes sources là. Tiens, universitaire, j'ai fait des études à la maîtrise, fallait citer ces sources là. Mais voilà, fait que je me suis demandé pourquoi il y avait ces deux attitudes très contradictoires par rapport à la science, d'un côté ce scientisme et de l'autre côté ces critiques assez intenses. Et pour trouver la réponse, peut-être qu'on doit se demander, je vais essayer de poser une bonne question cette fois-ci, là. Voilà. Comment ça se construit le savoir scientifique, Romain? Alors je te remercie pour ta question. Je me souviens quand j'ai fait ma présentation de stage à la fin de ma maîtrise, mon prof m'avait dit, quand on te pose une question, commence par dire c'est une excellente question. La personne qui te la pose va être très contente et ça va te laisser 2 secondes de plus pour réfléchir à la réponse. Alors justement, je pense que ce qui a manqué là-dedans, il y a manqué dans les médias d'explications sur la construction du savoir scientifique et du rôle de la science. Parce que le savoir scientifique se construit. Alors peut-être que ça va en choquer plus d'un. Moi, ça m'a choqué quand je l'ai appris. Moi, j'imaginais que les scientifiques découvraient la nature d'un seul coup et avaient des intuitions de génie. Il y en a qui ont de bonnes intuitions, mais on se construit toujours par rapport à ceux qui nous ont précédés, sur un savoir préexistant qui a ses avantages et ses inconvénients. Et pour élaborer un nouveau savoir, c'est pas un scientifique qui dit « j'ai trouvé la vérité, voici ce que c'est, merci, bonsoir ». C'est une brique de plus à un édifice qui a déjà des bases, qui a déjà d'autres briques qui le précèdent. Exactement. Et surtout, la prise de décision, c'est pas un scientifique qui va l'imposer à d'autres. En fait, le nouveau savoir construit va devenir en fait officiellement un savoir. Là, c'est comme un pré-savoir. Ce qui a été inventé ou découvert va devenir un savoir suite à la confrontation avec d'autres scientifiques du domaine qui ont à peu près le même niveau d'expertise, parce qu'on peut être très bon en chimie mais très mauvais en biologie, parce qu'on est expert en chimie, qu'on va pouvoir se prononcer sur des enjeux de biologie. Donc, quand un scientifique s'exprime, il faut vérifier s'il parle bien de son domaine de compétences. Si tu me demandes de parler d'histoire de l'art, par exemple, je vais probablement pas être très, très bon, tu vois. Ça pourrait être drôle, par contre. Ça pourrait être drôle. Bon. Donc, le savoir se construit suite à... Et le mot confrontation n'est pas à penser en termes de combat, mais on peut dire de discussion, de débat entre scientifiques du domaine. Et ces débats peuvent être assez intenses. Moi, avant de commencer à faire de la recherche, je pensais, bon, ok, il y a des petits débats, ils vont discuter, ils vont amener des arguments rationnels et ils vont se mettre d'accord, la raison va l'emporter. Et j'ai déjà été dans un lab, je ne dirais pas dans quelle université en France, j'avais fait un stage de recherche et là, il y avait une réunion d'équipe et il y a quelqu'un qui disait, ouais, le nouvel article qu'on va publier, c'est embêtant, il vient contredire ce qui est déjà établi. Et là, le directeur de recherche, donc on parle de quelqu'un qui a un doctorat, très réfléchi, etc., qui dirige un laboratoire avec plein de personnes dans une université assez renommée, il dit... Donc à son collaborateur qui dit que la publication est contradictoire avec ce qui se fait, ce qui, selon le collaborateur, était gênant. Je vais citer le directeur, c'est un peu vulgaire, je m'excuse, ça reste acceptable, je pense. Au pire, on coupera ça au montage. Le directeur de dire « Mais non, on va foutre le bordel, c'est génial ». Donc là, mon opinion des scientifiques qui étaient toujours très honnêtes, très rigoureux, très respectueux des autres, que s'ils se trompaient, ils allaient humblement admettre qu'ils s'étaient trompés et être contents que la vérité y ait pu émerger, en a été un peu froissée.
Alors après, en étudiant en éducation, j'ai eu l'occasion de réfléchir là-dessus. En fait, finalement, les scientifiques sont des gens comme les autres, avec une certaine méthode de travail, une rigueur certes, mais en fait, le premier péché, c'est les scientifiques, et le premier péché, à peu près, c'est tout le monde. Hein, on parle des fois, c'est pas tellement... Oui, il peut y avoir des conflits d'intérêts, mais ils sont obligés de les citer. En fait... Mais il y a des êtres humains qui ont des égos aussi là-dedans. Exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Oh, je m'excuse. C'était même pas dans tes notes. J'ai juste deviné dans ta Mais nous pensée. sommes égaux là-dessus. Ah, bravo. Voilà, merci de me donner l'occasion de faire le troisième jeu de mots. En fait, souvent, c'est ça, dans les discussions, ce qui va faire parfois que le savoir va mettre du temps à avancer, qu'il y aura des discussions assez intenses ou assez longues. C'est des conflits d'ego, d'orgueil, de personnes qui veulent pas admettre. Exactement, de renommée d'université qui voudront pas admettre que eux aient tort ou que leur équipe est tort, que leur université est tort, que leur pays est tort. Ne serait-ce que pour les éléments du tableau périodique, moi qui étudie en chimie, il y a le nom de certains éléments, notamment les derniers éléments qui ont été découverts ou synthétisés en laboratoire, étaient issus de compromis. Il a fallu un nom allemand, un nom russe pour pas déplaire aux Russes, un nom américain, californium pour la... Oh oui, fait que c'est une recherche de consensus qui est assez longue, mais qui généralement est rarement médiatisée. Fait que toutes ces confrontations, ces divisions au sein de la communauté, habituellement, elles sont passées sous silence. Il n'y a que les personnes qui sont dans le monde de la recherche qui les connaissent. Et ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est que ces divisions... Alors, ça commençait un petit peu avant sur certains sujets controversés, les OGM, etc. Mais avec la pandémie, ces discussions qui étaient en vase clos, ce qui faisait que quand l'information sortait, le savoir sortait, il avait l'air très sûr, très consolidé, d'où peut-être le scientisme, ont été diffusés devant le grand public. On a lavé notre linge sale sur la place publique. Là. Exactement. Puis je pense que les médias aussi, enfin même tout le monde, on a une certaine responsabilité parce qu'on voulait tout savoir alors qu'on ne savait pas. Je pense que ça aussi, problème d'ego, on ne voulait pas admettre, le dire, je ne sais pas, on va attendre, on va laisser les chercheurs travailler. Pourquoi les médias poussaient les scientifiques à parler ? Parce que le public, nous autres, on voulait des réponses. Au lieu d'admettre, on est devant l'inconnu, nous en tant que croyants, remettons-nous-en à Dieu, acceptons qu'on ne sait pas, appliquons le principe de précaution. Nous, on voulait des réponses tout de suite. Et on a eu des réponses, on a eu trop, un peu dans tous les sens, et trop, c'est un peu comme pas assez. Mais donc, on peut dire que la politique influe dans la science, mais qu'il y a aussi dans la science du politique. Oui, dans le sens où la politique, c'est la vie de la cité, et il y a un côté des fois de négociation aussi dans la science. Oui, il y a des arguments rationnels, c'est certain, qui vont influer la prise de décision pour trouver ce consensus, mais des fois, c'est sûr que la renommée d'un chercheur, la renommée d'une université va pouvoir aussi influencer. Et ça peut arriver quand une nouvelle découverte, qu'elle ne soit pas acceptée tout de suite parce que la communauté n'est pas prête à changer ce qu'on dirait de paradigme. Quand Einstein est arrivé, ses recherches n'ont pas été acceptées tout de suite parce qu'il révolutionnait la physique. Ça a fini par s'imposer, mais il y a eu des débats assez intenses pendant quelques années. Peut-être pour régler ça, il faudrait faire une espèce de Big Brother là, de scientifiques là, pour justement vulgariser ou démocratiser ce qui se passe dans les labos. Là, on met une caméra là, dans le laboratoire, puis on voit comment les gens discutent entre eux autres. Non, non mais ça pourrait être intéressant. Une télé-réalité de scientifiques. Parce que moi, c'est un peu ce qui m'a découragé. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a le côté aussi que le fait que la recherche, surtout en sciences, est assez individuelle. Et moi, vous voyez, je suis quelqu'un d'extraverti, assez social, donc je me suis dirigé ailleurs. Mais finalement, aussi, ça m'avait un peu découragé. Ça avait un peu brisé l'image que j'avais des scientifiques. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire, parce que là, on pourrait tomber dans l'excès inverse et se dire la science n'a pas toutes les réponses, ils ne sont pas d'accord, la science ne sert à rien, etc. Attention. Et peut-être que la déception qu'on a eue par rapport à la science vient justement du fait qu'on l'avait érigée comme une religion qu'on l'avait idolâtrée. Et quand on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas toutes les réponses, on jette le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Puis c'est drôle, c'est que je viens de réaliser mon questionnement par rapport à la science est arrivé en même temps que mon questionnement de foi. C'est peut-être pas par hasard. Donc moi, c'est ça qui m'avait un peu déçu, c'est de voir que finalement, parfois, il y a des savoirs qui ne seraient pas forcément, forcément adoptés tout de suite. Pas pour des raisons de validité, genre de raisons raisonnables, mais des raisons de personnalité. Alors, Romain, on a vu qu'il y a deux axes ou deux pôles, là, le déni de la science et à l'inverse, le scientisme. Peut-être que pour se recentrer avec un juste regard sur la science, il faudrait aller voir c'est quoi le rôle de la science, ses avantages et ses limites. Oui, alors excellente question. C'est une bonne question aujourd'hui. Tu vois, tu t'es bien rattrapé. Parce que justement, faut reconnaître que la science a d'énormes avantages. Donc là, oui, elle a des limites, mais elle a un énorme caractère prédictif. La chimie, par exemple, le but de la chimie, c'est d'écrire et prédire les transformations de la matière. Et avec la chimie, on peut prédire énormément de choses qui permettent de faire des médicaments, des parfums, la chimie alimentaire, etc. On peut faire énormément de choses. La science décrit, elle explique le monde de manière cohérente, organisée. Puis si la NASA peut envoyer une sonde pour aller percuter un astéroïde, c'est grâce à ça aussi. Donc la science a un certain rôle, mais
Les limites, d'une part, c'est qu'on ne sait pas tout. Il faut être, comme disait Socrate, bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais il faut avoir l'humilité d'admettre qu'on ne sait pas tout. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout de suite que la science ne sert à rien. D'ailleurs, si on savait tout, il n'y aurait plus de science, on arrêterait de faire la recherche. James? Je reviens à quelque chose que tu disais au début de ta chronique. Là, tu parlais souvent que les gens ont un rapport presque de religion en disant « je crois en la science ». Mais les scientifiques eux-mêmes ne peuvent pas... ils s'appuient, comme tu dis, sur des données, mais dont eux n'ont pas fait l'expérience. Donc, il y a toujours un élément de foi. Ou de confiance. Il y a un élément de confiance, Il y a un élément foi au sens de croire dans les propos de quelqu'un d'autre. Oui, il y a une relation de confiance comme... quand tu prends l'avion, tu fais confiance que le pilote n'a pas falsifié son diplôme, par exemple. Oui, on l'invite tous les jours. C'est la même chose pour la population générale. On écoute ce que les scientifiques nous disent, mais on n'a pas fait les études. Il ne faut pas essayer de refaire les études à leur place, parce que s'il y a des longues études, c'est pas pour rien. Mais ça, le savoir prend du temps à se construire, donc il faut admettre qu'on ne peut pas tout savoir tout de suite. Et il faut se rappeler que la science, elle va dire le comment, elle va dire où, elle va dire le quand, mais pas le pourquoi. Pour ceux qui ont fait le parcours alpha, vous avez l'analogie du gâteau. Si on me donne un gâteau, un scientifique va pouvoir dire quand il a été fait, comment il a été fait, où il a été fait, qu'est-ce qui constitue le gâteau, mais il ne pourra jamais dire le pourquoi. Et il ne dira pas non plus, le scientifique ne pourra pas dire si c'est bien ou si c'est mal de manger ce gâteau. Ça, c'est l'éthique qui pourra nous le dire, la philosophie, nous qui sommes croyants, la Bible, la religion, mais on ne dira pas si c'est bien ou mal. Et Einstein s'était posé la question quand il avait fait ses recherches en physique nucléaire, est-ce que je dois publier mes résultats, sachant qu'ils peuvent permettre à l'armée américaine de développer l'arme atomique? La science ne disait pas si c'était bien ou mal de faire une arme atomique, c'était aux politiques, donc il y a un rôle politique en la science. Et je vais me permettre de citer deux personnages très importants. D'abord Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc l'importance de la conscience. Et un personnage encore plus célèbre, en fait il est probablement plus connu que Rabelais, Ian Malcolm, pour ceux qui ont écouté le Parc Jurassique. Alors là je vous renvoie au premier Parc Jurassique, je pense qu'il avait 7-8 ans quand il est sorti. Si tu m'avais pas dit c'était qui, là, j'aurais pas su. Ian Malcolm, c'est qui ce gars-là? Donc c'est celui qui avait son blouson en cuir noir et tout ça, puis tu sais, qui est tout le temps un peu en train de critiquer, mais il dit des choses intéressantes, parce que John Hammond, celui qui a donc créé le Jurassic Park, le Parc Jurassique, en français c'est Jurassic Park, en bon français de France, il dit « Nos savants ont fait des choses que personne n'avait fait avant eux ». Et Ian Malcolm de répondre « Oui, mais vos savants, ils étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire qu'ils ne sont pas demandés s'ils en avaient le droit. Ou en fait, en anglais, if they should, s'ils devaient le faire. Donc, la science permet de faire pas mal de choses, mais au niveau de la prise de décision, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir-là? Ça n'appartient plus à la science, ça appartient finalement à la politique ou à chaque individu. Et à l'inverse, pour pas tomber dans l'autre extrême, faut pas chercher de vérité scientifique dans la Bible. Mais là, pour ça, je vous renvoie à l'article d'Ariane Beauferret dans le numéro spécial sur la Genèse. Donc autant, il faut pas transformer la science en religion. La science a son rôle, mais il ne faut pas transformer la religion en science non plus. Et quand les deux sont en bonne coopération, ça donne des choses très intéressantes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Jean-Christophe? Ouais, tu trouves pas que, on dirait depuis 2 ans, avec la pandémie, il y avait toute la question de l'hésitation vaccinale. Depuis de dire que si on démontrait au public que la science n'est pas 100% derrière une chose, qu'il y avait plus de discussion, disons, derrière une proposition, ça allait amener les gens à hésiter de se faire vacciner ou à hésiter de poser des gestes. Et on dirait que depuis 2 ans, cette idée-là de discours ou de débat, il a été comme occulté. C'est comme si la science déclare que ou la science dit que. Tu trouves pas que c'est problématique ou... Ouais, l'affaire, c'est qu'habituellement, quand les débats ont lieu sans qu'il y ait de pression du temps, donc souvent, même dans des recherches appliquées, quand il n'y a pas de pression de temps, on peut avoir le temps de faire le débat entre porte close, et après, quand ça sort, quand la décision a été prise de manière consensuelle, alors il y aura toujours des voix contradictoires, il ne faut pas chercher un consensus de 100%, mais c'est comme sur le changement climatique, il y a un consensus de 98%. Il ne faut pas aller se réfugier derrière le 2% qui dit le contraire. Si, mettons, on est malade et que le médecin dit « tu as 98% d'avoir telle maladie, je te propose tel médicament », la personne qui se réfugierait derrière « oui, mais j'ai 2% de chance de ne pas l'avoir », c'est son libre choix. Mais ce n'est pas très, très raisonnable, on s'entend. Là, l'affaire, c'est qu'il y avait une certaine pression du temps. Il y avait une pression du temps, fallait que ça sorte. Alors là, j'avoue qu'honnêtement, je n'ai pas de réponse absolue à cette question. Est-ce qu'il aurait fallu plus laisser moins exposer le débat sur la place publique, peut-être plus vulgariser? Il y a un enjeu de vulgarisation. C'est que des fois, les gens vont avoir un rapport de soumission à la science et justement vouloir imposer au lieu de vouloir expliquer. Les gens sont pas bêtes. Quand on discute, quand on explique, on peut convaincre les gens. Et peut-être que sous la pression du temps, on a manqué cette étape de conviction. On s'est dit, il faut faire ça, faites-nous confiance. Mais la confiance se construit. Donc peut-être justement qu'en prenant le temps de convaincre et d'expliquer, puis on peut vulgariser. Sûr que c'est tout un défi quand on a atteint un niveau maîtrise, doctorat.
d'arriver à expliquer à des gens qui n'ont pas forcément une culture scientifique parce qu'ils n'ont juste pas étudié là-dedans, puis on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait fait un bac en chimie. Donc peut-être que ce qui a manqué, effectivement, c'est cette vulgarisation. Et on manque de gens qui vulgarisent bien la science. Et une personne que j'admire, c'est Boukhar Diouf. Il est vraiment génial. Pour moi, c'est vraiment le parcours de moi qui suis migrant, de l'immigrant modèle. Et lui, c'est un excellent vulgarisateur scientifique. Fait que si vous voulez lire un vulgarisateur, je vous recommande Boukhar Diouf, qui fait des médias. Mais on manque de Boukhar Diouf. On a besoin de plus de Boukhar Diouf au Québec et dans le monde pour bien vulgariser la science et justement pour expliquer sans prendre les gens pour des imbéciles en disant « fais-moi confiance, je suis scientifique », ni non plus en les bombardant de termes techniques qu'ils ne vont pas être capables de comprendre. Parce qu'il y en a qui pourraient abuser de termes techniques, de vernis lexical et mêler les gens. Donc oui, nous avons besoin de plus de vulgarisateurs. Et pour terminer, donc, faisons attention par rapport à la science, de ne pas devenir sciento-sceptique, mais de ne pas verser non plus dans le scientisme et de ne pas mélanger religion et science. Formidable. Romain Martini, je rappelle que tu es diplômé en chimie et nouveau chroniqueur à On n'est pas du monde. On va te réentendre sur la science, je pense. On a notre vulgarisateur scientifique. Ben ouais, c'est ça. On a notre Boukhar Diouf, nous autres, On n'est pas du monde. Je sais pas au niveau de... J'ai eu l'occasion de le croiser une fois quand je travaillais au Gros Théâtre, puis j'avais acheté un de ses bouquins. Non, vraiment, il est incroyable. Je suis même pas au 100e de Boukhar Diouf, je pense. Alors, mais merci quand même d'être avec nous et merci pour cette chronique. De rien.